18h05, donc les participants qui arriveront en retard, je les intégrerai, directement dans le lien, Teams. Déjà bonjour à tous. Donc pour ceux à qui je ne l'ai Bonjour. pas dit, les participants ont automatiquement la caméra fermée, mais vous avez accès à vos micros. Donc vous pourrez poser vos questions, via le micro ou via, le chat. Voilà, donc bienvenue à cet, atelier, biodéchets et valorisation. Voilà, j'accueille aussi, 3, on va dire, 3 experts de ce domaine, aujourd'hui, donc ABCDE Group avec, monsieur, Patrick Marchand, Aculis avec madame Sophie Grégoire et Bioli avec, monsieur Nicolas Attenot. Voilà, ils se présenteront tout à l'heure lors de leur intervention. Mais je vais d'abord, me présenter moi-même. Donc je suis, Katia Lanuzel, chargée de mission chez, Agria Grand Est. Donc Agria Grand Est, c'est, à la base, une association d'industrie agroalimentaire et qui s'est aussi développée avec, les, industriels travaillant les agroressources. Donc voilà, on a pour vocation d'accompagner les industries agroalimentaires et agroressources sur des projets, que ce soit en lien avec la réglementation, avec l'environnement, avec, leurs process alimentaires, de l'ingénierie. Voilà, on est là pour répondre, à leurs questions et en parallèle, on anime aussi, ce genre de demi-journée, d'ateliers, de webinaires, vous l'appelez comme vous voulez. Et voilà, on est là pour aussi transmettre des informations, prévenir aussi, des éventuelles évolutions, réglementaires, voilà, accompagner en fait, tout du long les entreprises sur une meilleure, performance durable, comme on aime bien, le dire. Voilà, donc cet atelier biodéchets valorisation, a pour, vocation de vous donner plus d'informations sur, les quantités de biodéchets, les coproduits, en Grand Est, mais aussi quelles sont les valorisations actuellement sur le territoire. Donc, par cela, on va avoir des témoignages de, nos 3 intervenants. Voilà, je vous présente rapidement le sommaire, donc, quels biodéchets et quelle valorisation? Je vais aussi axer ma présentation sur la réglementation puisque c'est tout de même important, hein, la gestion des biodéchets, est réglementée, suit une réglementation et vous le verrez, qui va évoluer. Je pense que beaucoup d'entre vous en sont encore, sont conscients de cette évolution, mais voilà, laquelle et enfin, quelles sont les dates butoirs. Ensuite, on aura un témoignage justement de nos 3 intervenants, pour, justement illustrer plus concrètement quelle valorisation et quel mode de valorisation. Parce qu'on a vraiment, 3, entreprises, très différentes, mais qui se complètent mine de rien, puisqu'elles travaillent sur le même secteur. Et enfin, pour, vous aider plus concrètement aussi, je vais vous présenter quelles sont les aides à l'accompagnement et au financement de mise en place de solutions, pour votre entreprise ou pour votre, commune, voilà, ce qui vous concerne. Donc voilà, n'hésitez pas, si je le rappelle, si vous avez des questions dans le chat ou activez votre micro. On aura des sessions de questions à chaque, fin de présentation de témoignages, et aussi à la fin de mes présentations, à moi. Voilà. Je vais directement démarrer sur, le vif du sujet, quels biodéchets et quelle valorisation, sur la région Grand Est. Déjà, on a beaucoup de termes qui apparaissent quand on pense à biodéchets, déchets, coproduits. Voilà, c'est des mots qui parlent peu, mais en même temps, qui veulent dire des choses et on est un peu perdu parfois à savoir, voilà, qu'est-ce que la différence entre un biodéchet, un coproduit, un déchet? Donc je vais essayer de vous clarifier ça via les définitions que j'ai pu trouver dans la réglementation et aussi, heu, via des experts, de ce domaine. Déjà dans la réglementation, on a, la définition d'un déchet. Donc le déchet, c'est un résidu d'un processus de production. C'est comme ça qu'on l'entend, donc ça englobe vraiment tout type de matériaux, tout type de substances. Là, on ne s'arrête pas vraiment qu'aux biodéchets, on est vraiment dans vos déchets, de la vie de tous les jours, mais aussi des déchets industriels, ou autres. Donc ça englobe vraiment, une grande partie de nos déchets. On a aussi dans le code de l'environnement, hein, une autre définition qui est la définition du biodéchet. Heu, donc là, on va être sur des déchets non dangereux qui sont biodégradables, heu, issus de jardins ou de parcs. Donc là, on va retrouver, nos comme la petite photo le montre, des déchets, les déchets verts et on a aussi tous les déchets non dangereux alimentaires ou, issus de cuisine. Donc là, par exemple, je vous ai mis en illustration des épluchures ou des restes, alimentaires
et ceux-là peuvent provenir, voilà, des ménages, des restaurants, des traiteurs, des magasins de vente au détail, et tous les déchets, en fait, provenant d'établissements de production ou de transformation des denrées alimentaires. Donc là, on parle un peu plus des justement des industries agroalimentaires. Heu, voilà, donc j'espère que vous voyez bien maintenant la différence entre déchets et biodéchets. Heu, un biodéchet non dangereux et biodégradable. Ensuite, j'ai regardé dans la réglementation au niveau du coproduit. Coproduit, ce n'est pas indiqué dans la réglementation, on n'a pas de définition claire. En revanche, on a tout de même une ordonnance qui nous indique que ce n'est ni un produit, ni un résidu et ni un déchet. Voilà, on exclut tous ces 3 termes, mais voilà, le coproduit, il a aussi une valorisation économique et il a un marché qui est adossé à une cotation. Voilà, on faut bien prendre en compte que ce n'est ni un produit, ni un résidu, ni un déchet et c'est du coup un coproduit. On élimine, du coup, hop, c'est un coproduit. Voilà. Maintenant on a le sous-produit, lui qui est défini dans la réglementation pour le coup. Heu, le sous-produit, c'est, une substance issue d'un processus dont le but premier n'est pas la production, hem et qui va, répondre aux conditions suivantes qui sont, voilà, un sous-produit, il aura une utilisation ultérieure certaine. Il peut être utilisé aussi directement sans traitement supplémentaire, donc il peut être utilisé ainsi et le sous-produit est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production. Voilà, c'est une substance issue d'un processus de production. Heu, il répond aux pardon, c'est un peu dur à dire ce mot. Prescriptions, relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour, une utilisation, ultérieure et enfin, il n'a pas d'incidence globale nocive pour l'environnement ou la santé humaine. Donc voilà, en résumé, on a, déchets qui, englobent vraiment tous nos déchets. Biodéchets qui sont, voilà, les biodéchets biodégradables, heu, on va dire putrescibles. Le coproduit qui n'est pas défini dans la réglementation, mais qui est exclu de tout ce qui est, produits, déchets et enfin on a le sous-produit qui lui est réglementé et qui doit remplir les conditions suivantes. Donc j'espère que je vous ai pas trop perdu avec toutes ces explications mais voilà, je vais tout de même essayer d'être claire dans mes propos en utilisant bien biodéchets ou sous-produits, coproduits. Maintenant, on va passer au gisement dans le Grand Est, puisqu'on a une grande région avec une grande diversité d'acteurs, et je vais essayer de vous éclairer sur, les différentes typologies de producteurs de biodéchets. Donc on a déjà les déchets ménagers. Ce que j'entends par déchets ménagers, c'est, les déchets, alimentaires et de jardin. Je regroupe les 2. Et on a un chiffre qui nous dit qu'en moyenne, française, dans les ordures ménagères résiduelles, hein, j'insiste là-dessus, on a 83 kilogrammes par habitant par an de déchets ménagers, donc qui comprend alimentaire et jardin. Heu, je crois que dans ce chiffre, si je me rappelle bien, il y avait 30 kilos qui correspondaient au gaspillage alimentaire. Donc c'est quand même, assez important. Et si on prend ce chiffre qui est une moyenne française et qu'on le place à l'échelle du Grand Est, donc on a 5,5 millions d'habitants dans le Grand Est, on se retrouve avec tout de même 456 000 tonnes par an de, déchets, ménagers. Voilà, c'est quand même assez important. Ensuite, on a, aussi la restauration collective qui émet, pas mal de biodéchets. Là, on reste surtout sur les biodéchets. En moyenne, en France, on est sur 120 grammes par repas par convive et une infographie de l'ADEME montre un peu la répartition des aliments jetés dans l'assiette. On a tout de même, vous le remarquerez, la partie verte, c'est, une bonne partie quand même de poissons et de viande, donc de produits qui sont, on va dire, à forte valeur ajoutée et qui sont tout de même jetés. Donc c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça, dans la restauration collective, on a une bonne partie aussi de biodéchets. Donc là, j'ai pas le chiffre en Grand Est parce qu'il faudrait, justement, savoir combien de repas est servi par an, en Grand Est, mais je n'avais pas ce chiffre, donc vous avez tout de même un chiffre de moyenne par repas par convive. Alors, ensuite nous avons les distributions, donc grandes et moyennes surfaces. Pareil, là, j'ai un chiffre, à l'échelle de la France et non pas à l'échelle du Grand Est. Mais, voilà, on a quand même un chiffre assez impressionnant de, 1,4 million, de tonnes de gaspillage alimentaire. Hop, excusez-moi, j'essaie de faire rentrer quelqu'un dans la salle. C'est bon, voilà. Et donc oui, ce chiffre est tout de même impressionnant.
Ensuite, on va arriver sur, les industries agroalimentaires qui sont très présentes aussi sur notre territoire. Là, j'ai pris les chiffres du schéma régional de biomasse, dont une nouvelle version est sortie en 2021, heu, qui, heu, nous, hem, qui nous indique que pour les sous-produits d'industrie agroalimentaire, là, on compte pas les issues de silos, les pulpes, les mares et les vinasses, on a 153 kilotonnes de matière sèche par an de quantité mobilisable pour l'énergie. Donc, c'est tout de même aussi un chiffre important. Et en parallèle de ça, on a les mares et les vinasses et les pulpes et les betteraves avec les chiffres que vous voyez affichés, sur le tableau. À savoir, voilà, les industries agroalimentaires dans le Grand Est, on en a, près de 1 700. Elles ont toute une taille, différente, hein. On peut avoir l'artisan comme, le gros groupe, industriel. Et j'ai essayé voilà, de vous présenter via le graphique, un peu l'importance de certains secteurs en Grand Est, hein. Donc là, c'est par le nombre de postes salariés, mais ça montre quand même, la force de certains secteurs comme, la fabrication de boissons. Donc on sait qu'en Grand Est, on a pas beaucoup de brasseries, des grosses brasseries, des petites brasseries, mais voilà, on a une grande diversité. Pareil pour les produits laitiers et vous pouvez voir qu'on a beaucoup de diversité. Mais pour aller plus, précisément dans nos coproduits agroalimentaires et sous-produits, on a une enquête qui a été réalisée donc, cette année, qu'Agria Grand Est y a participé. Voilà, c'était porté par Lidl et Reseda. Donc cette enquête a permis d'aller contacter justement les industries agroalimentaires, leur demander, concrètement, heu: vous produisez combien? Et d'avoir plus précisément, par secteur des volumes de coproduits en tonnes brutes. Donc là, vous voyez, on a certains secteurs qui sont représentés, la charcuterie, biscuiterie, boulangerie, transformerie de fruits et de légumes, l'industrie laitière, la brasserie et les oléoprotéagineux. Donc on remarque toujours que la brasserie a quand même une bonne quantité de volume de coproduits. Donc ça, c'est vraiment les volumes qui nous ont été donnés, lors de l'enquête, hein. C'est des chiffres, ils sont pas, c'est pas à l'échelle, on va dire c'est à l'échelle du Grand Est, mais c'est à l'échelle de nos répondants. Heu, voilà sur ces chiffres-là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur, ces gisements. Je vais passer à la partie, plus, valorisation de ces coproduits, de ces biodéchets. Heu, En ce qui concerne du coup les chiffres que j'ai présentés précédemment sur les industries agroalimentaires, on a quand même une très grosse partie sur la région Grand Est qui va, pardon, en alimentation animale. Donc, 98 des coproduits d'industrie agroalimentaire vont en alimentation animale. Ce chiffre provient de l'enquête qui a été menée, hem, cette année. Et donc, quand on dit en alimentation animale, c'est soit directement à l'éleveur ou ça passe par un négociant, en grande partie aussi, sur le Grand Est. Ensuite, on a des unités de compostage sur notre région. Il en existe 98, et en majorité, on les retrouve, en Meurthe-et-Moselle, où on en compte 27, et en Alsace, donc Oran et Bas-Rhin, où on compte respectivement 14 et 10. Donc voilà, la capacité totale de traitement est de 1,17 million de tonnes, mais en réalité, on traite, 805 000 tonnes de matière brute par an. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres aussi que je sors du, schéma régional de biomasse, hein. N'hésitez pas à aller le consulter, il y a plein d'informations dessus. Ensuite, on a, bah, justement la ration un peu que les unités de compostage, heu, ingèrent. Donc, on a une bonne partie qui sont, des, déchets verts, donc c'est la couleur vert clair, hein, 41. Le reste sont des, bouts de stations d'épuration et enfin des biodéchets ménagers et autres déchets, compostables. Ensuite, on a la méthanisation, hein, qui se développe de plus en plus. Actuellement, on a 145 unités, présentes sur le territoire. Alors là, vous pouvez voir les points représentent les unités de méthanisation. On en a différentes typologies. On a des agricoles, des industriels, des méthanisations de stations d'épuration, des mixtes. Voilà, donc on a une quantité traitée de, 3 millions de tonnes brutes, de matière brute par an, donc ce qui est quand même, assez important. Et on va voir aussi que au niveau de la ration des méthaniseurs en Grand Est, on est sur une bonne partie
de ration, avec, des intrants agricoles, donc fumier, lisier, des cultures intermédiaires aussi dédiées, à la valorisation énergétique et on retrouve quand même des déchets extérieurs, donc coproduits et d'industrie agroalimentaire et déchets extérieurs. Les biodéchets sont bien entendu, compris dans ces déchets extérieurs. Et à mettre aussi en perspective, hein, on est une région qui la première région de méthanisation, en France, hein, et heu et elle n'en finit pas de croître, hein, ces unités de méthanisation. On en a 46 en construction et 83 sites ont été retenus par l'appel à projet régional. Voilà, on en a de plus en plus, donc ça pose des questions sur la concurrence d'usage, sur nos coproduits, sur nos biodéchets. Mais voilà, ça c'est un autre sujet. Vous pourrez retrouver justement dans l'enquête, qui a été faite, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle l'enquête COPRAM, hein, un rapport qui précise vraiment, les analyses, les concurrences d'usage qu'il a été vu dans les enquêtes et voilà, c'est disponible sur notre site internet, hein, et sur le site de l'IDEL. On a d'autres valorisations aussi, hein, je vous ai présenté les majoritaires, mais on en a aussi, d'autres sur le territoire. On a des chaufferies biomasse, on a 47, on a aussi de la valorisation en chimie verte. Donc là, je laisserai plutôt, Nicolas Attenot présenter ça parce qu'il est plus expert que moi là-dessus, mais voilà, il y a plusieurs voies de valorisation au sein de la chimie verte et enfin on a, la valorisation en matériaux aussi, hein. Bon, ça peut être compris dans la chimie verte, mais dans les coproduits, on peut faire des biomatériaux. Alors, donc là, on va passer à l'étape un peu plus fastidieuse de la réglementation. Je sais que tout le monde adore, mais il faut bien passer par là. Donc, quelle est la réglementation actuelle, mais aussi la réglementation future, hein, des biodéchets? On parle surtout des biodéchets pour cette partie-là, mais aussi des coproduits global. Donc la réglementation, elle encadre surtout le producteur, hein, le producteur, qui, produit ou détient, si détenteur de biodéchets. Il est dans l'obligation, s'il a, plus de 10 tonnes par an, de, valoriser sur place ou de faire une collecte séparée, des biodéchets. Donc ça, c'est la réglementation actuelle. En plus de ça, on a aussi, une réglementation sur, un registre chronologique, donc qui tient à jour vraiment les déchets, les flux de déchets et ça comporte bien entendu les biodéchets, mais aussi tous les déchets de votre entreprise. Donc, je parle je sais pas, des papiers, cartons, verres et cetera. L'entreprise, enfin l'exploitant est dans l'obligation d'avoir un registre chronologique. Alors ça, je sais que, peu de personnes sont au courant ou peu de personnes le mettent en place. On l'a remarqué via notre enquête, de cet été et voilà, donc je souhaitais quand même faire passer le message que c'est une obligation, réglementaire, d'avoir un registre chronologique, de ces déchets, biodéchets ou, autres déchets bien sûr de l'entreprise. Au niveau des GMS, hein, des grandes distributions, en 2016, il y a une loi qui a dit que si les supermarchés font plus de 400 carrés, alors les invendus, encore consommables doivent être donnés, à des associations d'aide alimentaire, enfin voilà, essayer de les valoriser alors qu'elles sont encore, consommables. Donc je pense pas qu'aujourd'hui on ait de grande distribution, mais voilà, le message est là. Au niveau des sous-produits animaux, donc on a, 3 catégories, C1, C2, C3. Heu, voilà, plus la catégorie enfin C1 ça va être une catégorie, plus, on va dire, plus risquée, C2 un peu moins risqué mais tout de même et C3, risqué mais ça va encore, on va dire ça et la catégorie C3 ce sont des déchets des déchets de cuisine de table, donc vos déchets à vous, hein, sans vos ménages, les déchets de restauration collective, des anciennes denrées, lait, œufs, voilà donc on va vraiment comprendre les biodéchets dans cette catégorie, C3. Donc avec les sous-produits animaux, on n'a pas d'obligation de moyens, mais on a une obligation de résultat et ça passe par, on a des guides pratiques, hein, qui accompagnent les professionnels sur, la bonne gestion des biodéchets, pour atteindre une sécurité, sanitaire, optimale. On a aussi un plan de maîtrise sanitaire, mais ça encadre aussi, enfin pas que les biodéchets, ça encadre aussi toute la production, alimentaire.
Ensuite, on a la réglementation à venir. Donc, comme vous avez pu entendre, à partir de 2023, il y aura l'obligation du tri à la source, pour les producteurs et détenteurs de biodéchets à plus de 5 tonnes, par an. Et donc c'est à partir de janvier 2023, mais au plus tard, faut que ce tri à la source soit, fait le 31 décembre 2023. Donc voilà, c'est l'année prochaine est un peu une année cruciale et je pense qu'il faut pas attendre, l'année 2023 pour bon, là, c'est un peu tard, mais bon, faut pas attendre l'année 2023 pour mettre en place, hein. Vous pouvez commencer dès 2022 à trouver des solutions et vous le verrez par la suite, hein, qu'il en existe et que, les financements sont là pour vous aider. Et j'ai mis aussi une date, donc au 1er janvier 2027, où on a un traitement, aérobie ou anaérobie, donc compostage ou méthanisation, hein, on parle plus de ça, qui ne seront pas considérés comme recyclés, si, enfin les biodéchets ne seront pas considérés comme recyclés s'ils sont, que s'ils ont été triés, à la source. Voilà, donc j'en ai fini avec, cette partie réglementaire. Heu, on va passer à la partie témoignage, mais avant ça, je voulais voir si, il y avait des questions au sein des participants. Si oui, vous pouvez prendre le micro ou faire, un petit mot dans le chat, sinon on va passer, directement, à la prochaine présentation. Pas de questions? Et ben, je vais passer à, la prochaine présentation. Je vais juste la mettre à mon écran. Hop, je pense que c'est tout bon. Monsieur Marchand, Oui, je vous vous laisse vous m'entendez? présenter. Oui, on vous entend bien. Je vous laisse vous présenter présenter votre présentation. Donc, bonjour à tout le monde. L'entreprise ABCDE, bon, c'est fait partie d'un groupe, hein, c'est le groupe ABCDE, que j'ai créé en 1988. J'en suis le président. Donc, le groupe emploie une quarantaine de salariés en CDI, en plus bien sûr des intérims. Et donc, en 2000, enfin bon voilà, si Katia, vous pouvez passer. Donc notre site principal, se trouve à côté de Vittel, à Mandres-sur-Vair. Donc c'est un écopôle qui, qui retraite, tout ce qui est organique. Ça peut être des sables de voirie, donc c'est pas le propos d'aujourd'hui, et les biodéchets, des boues. C'est un site sous autorisation, 25 000 tonnes, par an. À noter, si vous voulez, que, on a 3 sites de compostage dans le Grand Est, un en nord d'Alsace et un entre, Nancy et Metz, à côté de Pont-à-Mousson, à Thon, et qui va aussi être transformé en écopôle de l'organique, à partir de l'année prochaine, avec tout un programme d'investissement important. Et puis une ouverture d'un site de regroupement transit à Dombasle-sur-Meurthe, sur la zone des sables, dédié aux biodéchets. Donc 24 ans d'investissement, sur Mandres-sur-Vair-Vittel. Bon, le contexte qui est important pour nous, c'est qu'il y a un périmètre de protection de l'outil hydrominéral, sur environ 5000 hectares. Donc il y a un intérêt pour l'eau, pour la protection de l'eau qui est important en parallèle. Donc la plateforme de compostage que vous avez vue, hein, en photo, le démarrage, c'était en 1997, et puis elle a connu de multiples développements au fur et à mesure des années. Passage du site sous autorisation en 2006, notamment par le compostage de boues de station d'épuration. Et puis donc une transition vers une réflexion orientée vers le territoire avec une démarche IT, notamment avec l'association Écoplaine, euh, qui est une association d'entreprises du secteur. Et en fait, sur le même site, il y a différentes entreprises, co-entreprises, avec notamment les agriculteurs voisins.
et de multiples activités qui sont complémentaires les unes aux autres. Donc sur le site que vous avez vu, il y a 6 lignes complémentaires de réutilisation de produits. Alors pour mémoire, par exemple, tout ce qui est sable qui contient beaucoup de matière organique, donc c'est des sables de curage, des sables de voirie. Initialement, donc, une installation de compostage. Donc, vous voyez, il y a une limite ABCDE métavers, si vous arrivez à voir. Donc, au sud, vers le bas, c'est tout ce qui est compostage, avec un atelier de réception des biodéchets fermés, en caisse-palette, en vrac, avec une unité de déconditionnement, d'hygiénisation, hein, donc de pasteurisation, et un renvoi des pulpes déconditionnées, hygiénisées, vers le nord, donc, qui s'appelle le Métavers, c'est la co-entreprise de méthanisation qu'on a avec les agriculteurs. Et en fait, dans ce nord, vous avez deux méthanisations. Vous avez deux sites de méthanisation. Vous avez une ligne à part pour tout ce qui est biodéchets, sous-produits animaux de catégorie 3, et puis une ligne pour tout ce qui est lisier, fumier. À noter que sur le site, on arrive à l'autonomie complète et avec zéro utilisation d'ensilage de culture énergétique. Donc toute la production électrique, hein, puisqu'il y a une puissance de 450 kW électrique, c'est une cogénération, c'est intégralement soit des lisiers fumiers, des fonds de silos perdus, hein, pour les animaux, ou alors des biodéchets de catégorie 3. Donc, dans le raisonnement, toujours dans l'économie circulaire, on a cette préoccupation de vraiment boucler les boucles. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on est très attentif à l'eau, à l'utilisation de l'eau. Donc, dans le recyclage des déchets alimentaires, on est en train de mettre en route, de finir de mettre en route une ligne de déconditionnement de boissons en emballage souple, donc des bouteilles d'eau minérale en bouteilles PET ou des sodas. Pour l'instant, c'est une unité calibrée à 3000 tonnes, mais l'objectif, c'est d'arriver à environ 8-10 000 tonnes. Et l'eau qui est déconditionnée, on la réutilise. Sur un site tel que celui-là, on est sans arrêt en train de laver, hein, on a plusieurs aires de lavage, soit pour des caisses palettes, soit pour des camions, puisqu'il y a une obligation de laver les intérieurs, enfin les contenants, à chaque départ des contenants, hein, que ce soit des caisses palettes ou des camions. Donc on utilise énormément d'eau. Donc voilà, on veille vraiment à utiliser de l'eau de réutilisation et pas de l'eau pompée dans la nappe. Évidemment, dans les grands cycles de fertilisants, NPK, donc recyclage des composts et des digestats localement, hein, auprès des agriculteurs voisins. Donc on a deux plans d'épandage, hein. On a un plan d'épandage dédié biodéchets et un plan d'épandage dédié pour les composts de bouts de station d'épuration. Et puis, bien sûr, les digestats qui sont issus des lisiers, là, c'est hors plan d'épandage. Sur les 9 agriculteurs partenaires qui sont des voisins, donc apportent leur fumier et récupèrent les digestats et épandent les digestats sur leurs prairies et dans les champs. Et puis une boucle de l'énergie. Donc l'énergie, on a à noter qu'on a une autoconsommation, une autoproduction, une autoconsommation d'énergie électrique d'origine photovoltaïque de puissance 58 kW.
Donc il nous permet, on essaye au maximum de travailler avec des moteurs, des pompes, et pas de moteur thermique. Et on essaye de ne pas transférer les matières au moyen de chargeuses, mais le but, c'est vraiment d'utiliser l'énergie électrique. Et la boucle sur l'eau, bah ça, je vous en ai parlé, c'est-à-dire au maximum réutiliser l'eau. Par exemple, on aura 3000 tonnes d'eau minérale. Cette eau, elle servira au lavage, voilà, et avec des recyclages différents. À noter, par exemple, que pour la boucle de l'eau, on a beaucoup été aidé par l'agence de l'eau, et on a une installation de lavage de sable, et l'agence de l'eau nous a aidé à monter une station d'épuration qui nous permet de passer de 20 000 mètres cubes d'eau en nominal qu'on aurait dû utiliser à 100 mètres cubes par an. Donc voilà, c'est vraiment au cœur de notre activité. Maintenant, je vais parler plus du, du tri à la source, de la collecte séparée des biodéchets, et vous présenter un petit peu un résumé euh, des différentes possibilités que nous, on a fléchées par rapport aux collectes, enfin, au tri à la source et aux collectes séparées. Donc, vous avez une possibilité pour mémoire de collecter les ordures ménagères. Alors là, on parle plus pour les collectivités, hein. De collecter en mélange les ordures ménagères et les biodéchets en sacs colorés et avec ensuite un tri optique des sacs. Donc ça permet aux collectivités ou à leurs prestataires de n'avoir qu'une collecte. Il y a un point qui est majeur dans la collecte euh, auprès des particuliers ou même auprès des entreprises, hein, des entreprises qui auront plus de 5 tonnes de biodéchets par an et qui seront dans l'obligation. Ce qui coûte cher et ce qui est compliqué, c'est la collecte. Donc une deuxième méthode, bah, c'est d'avoir des outils, soit de séchage, de préparation, de massification chez le producteur lui-même, hein. Donc là, il y a des startups qui ont des idées intéressantes, il y a des nouveautés, donc certainement que dans les années qui viennent, il y aura des évolutions et nous, on s'y prépare pour pouvoir collecter également ce type de produit-là. Plus classiquement, les caisses palettes. Donc là, on travaille en échange, hein. On dépose des caisses palettes chez les producteurs, lavées, désinfectées, et on vient avec notre porteur en C1 ou en C2, c'est-à-dire une ou deux fois par semaine, suivant la saison, suivant les obligations qu'ont les producteurs, et puis la nature du produit. Si c'est un produit qui est sec, ben on peut être en C1, il y a pas de souci. Par contre, si c'est un produit humide, ben là, on sera plutôt à 2 collectes par semaine. L'intérêt des caisses palettes, c'est bien adapté à l'industrie ou aux gros producteurs, puisque on leur remet des caisses palettes propres, désinfectées chez eux. Donc on les libère de cette obligation-là. Et de plus, les caisses palettes chez nous, elles sont pesées individuellement à l'arrivée chez nous. Donc on est capable, avec une étiquette verte, hein, vérifiée, donc un système de pesée chez nous qui permet d'individualiser chaque caisse avec les puces RFID et de redonner cette information au producteur. Et puis en dernier, bah voilà, les bacs roulants, donc qui sont placés bah, chez les... Ça peut être une grande surface, ça peut être des points d'apport volontaire dans des quartiers pour les collectivités. Euh, bon, et avec aussi des évolutions, parce que dans les points d'apport volontaire ou dans les bacs roulants, vous avez un petit peu de tout. Vous avez aussi des possibilités de collecte très différentes. Tout à l'heure, je vous disais que ce qui est compliqué, c'est la collecte. Bah, les bacs, vous avez des systèmes où chaque bac est collecté en une minute.
ou certains points d'apport volontaire, ça va être 5 à 10 minutes. Donc évidemment, le coût par jour n'est pas du tout le même. Quand vous mettez un 26 tonnes ou un petit camion sur la route, ça coûte cher. Et puis avec des options, est-ce qu'il y a un lavage, est-ce qu'il n'y a pas de lavage? Ben voilà, il y a sur le marché tout un tas d'options. Euh, Nous, ce qui est parallèle à notre activité et qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est tout ce qui est gaspillage alimentaire. Donc, les biodéchets, les restes alimentaires, il faut bien que les distinguer du gaspillage, hein, c'est-à-dire que à gauche, vous avez les arêtes de poisson ou les épluchures, ça c'est un reste. Donc ça a vraiment du sens de les méthaniser, de les recycler en méthanisation. La barquette de viande parce que la présentation est plus bonne ou la date limite de consommation va être dépassée, ça faut éviter. C'est pas notre objectif de favoriser ce système-là. Et donc, pour nous, il est important de redonner de la donnée au producteur et de pouvoir lui dire, ben voilà, vous avez produit tant de tonnes de biodéchets et bah, dedans, éventuellement, un jour, si on pouvait dire, voilà la partie reste alimentaire proprement dite, et puis une partie qui correspond à du gaspillage alimentaire. Ça, ce serait vraiment bien. C'est aussi un enjeu de société. Le biodéchet, c'est un produit qui est dans l'économie verte, hein, comme expliquait Katia tout à l'heure, mais c'est un produit qui est compliqué parce que euh, collecter, recycler des biscuits, ça, c'est pas trop un souci. Par contre, des sous-produits animaux qui sont humides, très fermentescibles, qui sont lourds, qui sont susceptibles de produire des jus malodorants et puis qui peuvent se putréfier avec des asticots et des mouches, je vous passe les détails. Donc, ce n'est pas un produit très simple. En plus, par rapport à la logistique, bah, il faut prévoir des camions étanches, hein, parce que le camion poubelle classique, bah, il n'est pas fait pour ça. Et puis, bah, il y a les problèmes d'odeur hein, qu'il faut maîtriser, donc il faut que ce soit fermé. Il y a une obligation, par exemple, sur les caisses palettes, de couvrir les caisses palettes avec des couvercles. On ne peut pas laisser dans le transport des biodéchets comme ça à l'air libre. Donc voilà, il y a des... Et en plus, oui, c'est un produit qui est lourd. Hein, si on a une densité moyenne de 0,7, bah, il faut que le camion soit adapté et toute la logistique soit adaptée. On n'est pas sur des ordures ménagères qui ont une densité moyenne de 0,3. Donc on ne peut pas prendre des bacs roulants standards. Les bacs roulants standards qu'on a chez nous, en tant que particulier, ne sont pas du tout adaptés pour les biodéchets. On a déterminé 6 cibles pour nous, pour notre activité. Les hôpitaux. Donc actuellement, on travaille avec entre 40 et 50 hôpitaux et EHPAD. Hein, bon, par exemple, le CHRU de Nancy, le CHRU de Dijon. Restaurant traiteur, bon ben, avec la Covid, on a été arrêté dans notre élan, hein, en sachant que pour nous, c'est récent, de la collecte des biodéchets. Ça fait que 2-3 ans qu'on a démarré ça, hein. Donc, la Covid est arrivée, donc ça, c'est un créneau qu'on n'a pas travaillé. Les commerces d'alimentation, donc, bah, typiquement les grandes surfaces, donc on y est présent. Les industries agroalimentaires, on a commencé par ça, surtout auprès des fromageries. Donc, on travaille avec la plupart des fromageries sur le nord-est. Les cantines, bon, les cantines d'école, donc ça, c'est un sujet qu'on a commencé, c'est un sujet qu'on travaille. Et puis les collectivités, bah, Katia vous a présenté les statistiques hein, de production tout à l'heure. Sur les 82 ou 83 kilos de putrescibles qui restent dans les poubelles, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir arriver à capter au moins la moitié
Et là, il y a des gisements qui sont énormes, des potentiels qui sont énormes. Donc toujours en partant des restes alimentaires, une première modalité de collecte qu'on propose, nous, en bac roulant, soit des 200 litres renforcés, hein, qui sont avec des fonds sphériques, donc qui sont faciles avec une vidange totale et facile, ou alors des bacs de 400 litres, des bacs 4 roues. Donc on trouve un petit peu de tout, hein. Nous, on a pris ça parce que faut aussi penser aux opérateurs. Si vous avez 400 litres à 0,7 en potentiel, on peut avoir 200-250 kilos. Vous ne prenez pas comme ça à la main 200-250 kilos. Donc il faut bien penser aux opérateurs par rapport aux troubles musculo-squelettiques. Voilà, je ne vous fais pas de dessin. Et cette collecte est dédiée plutôt aux producteurs qui ont entre 5 et 25 tonnes de biodéchets par an. Ça va moins s'adresser à de l'industrie, où là, ce sera plus du vrac ou des caisses palettes. Donc, nous, on a opté pour des petites bômes de 7 tonnes et demie, des biodéchets, avec reconnaissance des bacs roulants, hein, ils sont pucés, les bacs roulants. On n'est pas parti sur des 19 ou des 26 tonnes. Le but étant, je vous ai parlé tout à l'heure qu'on ouvrait un centre à Dombasle-sur-Meurthe, c'est de pouvoir massifier et que ces camions fassent 15 km au maximum, et après on massifie. Et ensuite, ben, on transporte ça sur des sites de traitement actuel à Mandres-sur-Vair-Vittel, et très bientôt à Port-sur-Seille, à côté de Hatton, où là, on pourra traiter dans le premier semestre 2022 des biodéchets non emballés. Deuxième filière, les caisses palettes ou des bennes. Hein, donc là, c'est plutôt pour des producteurs à plus de 25 tonnes par an pour que ça vaille le coup. Donc on vient avec des camions porteurs, on travaille en échange vite pour plein, où on remet des caisses palettes lavées, désinfectées. On collecte la Lorraine 2 à 3 fois par semaine. Alors quand je dis la Lorraine, bon, en fait on a 2 tournées par semaine sur Dijon. On va aussi sur Chaumont et Langres, et on s'arrête au nord de Nancy. On ne va pas encore à Metz. Mais bien sûr, on fait toutes les Vosges. Et là, l'avantage de ce camion porteur, c'est qu'on peut faire plus de kilomètres qu'avec des petites bômes. On a déterminé l'optimum à 70 km au maximum. Et on va sur notre écopôle à Vittel et plus tard à Port-sur-Seine, où là, on produit électricité, chaleur, fertilisant. La chaleur, à noter, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure parce que bon, c'est de la chaleur fatale. On va monter avec les agriculteurs un séchoir à luzerne bientôt. Cette chaleur, elle nous permet bien sûr de pasteuriser les biodéchets qui arrivent chez nous, hein, puisqu'on doit les monter à 70 degrés pendant 1 heure. Ces fameux sous-produits animaux de catégorie 3. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir sur le même site un ensemble d'outils. Et bien sûr, fournir une traçabilité, puisqu'à chaque fois qu'on va chez un producteur, il faut qu'on ait un document d'accompagnement commercial signé par le producteur et qui arrive chez nous. Mais je pense que Madame Grégoire va bien expliquer tout ça. Je ne veux pas voilà, spoiler le truc. Donc nous, ce qui est important, c'est de redonner tout ce qui est traçabilité rapidement au producteur. Je suis dans les temps, Katia, parce que j'ai pas mis mon chrono en route, ou il faut que j'aille plus vite? Il faut aller un petit peu plus vite, s'il vous plaît. OK. Bon, à noter, si vous voulez, qu'au niveau réglementaire, on ne pourra plus mélanger dans la collecte des biodéchets emballés et des biodéchets bruts sans emballage. Ça va pas simplifier les choses, mais je sais plus quand, si c'est en 2023-2025,
il faudra avoir des collectes séparées et sans mélange jusqu'au biodéconditionneur. Je le souligne parce qu'il me semble que il n'y a pas énormément de personnes qui sont au courant. Donc épandage, des produits finaux, des digestats, soit liquides, soit solides. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu une, non, bon, il y a peut-être eu une inversion de diapo, mais c'est pas grave. C'est, bon, c'est quand même relativement complexe. Comme je vous ai dit, il faudra prévoir, et nous on s'y prépare, une collecte séparée, de l'emballé du non emballé. Les méthaniseurs agricoles ne pourront pas valoriser des biodéchets où il y aura eu des sous-produits animaux crus. Donc ça limite l'utilisation des sous-produits animaux dans la méthanisation. Ils ne peuvent utiliser que des sous-produits animaux transformés et des déchets de cuisine et de table dans la mesure où ils ont subi une pasteurisation. Et puis la maîtrise des coûts, là c'est important parce que si on veut développer ça, il faut maîtriser les coûts, faut être raisonnable. On a 3 tutelles, hein, l'ICPE, donc on a des rubriques multiples. Agrément sanitaire, bah, par exemple, même en simplifiant, hein, les services vétérinaires, sur Mandre, on a 3 agréments différents. Enfin, il y a le même numéro, mais il y a 3 postes différents. Pour le compostage, un agrément. Pour la méthanisation, un agrément. Pour le déconditionnement, un agrément. Et puis bien sûr, comme on a des composts et des digestats, la concurrence et la répression des fraudes. Parce qu'on doit respecter des normes de mise sur le marché. On est à l'interface entre l'agroalimentaire, le monde du déchet et le monde agricole, donc des mondes assez différents qui se connaissent pas forcément très bien. Et nous, il se trouve que c'est un de nos avantages, c'est qu'on connaît bien les trois. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, des produits sensibles, hein, au niveau hygiène, c'est quand même des produits, il faut faire attention, on remet ça dans les champs, il ne faut pas faire n'importe quoi. Une valeur ajoutée pour l'économie locale. Donc nous, on cherche vraiment à faire du local, à massifier avec des installations réparties sur le territoire. Donc il y a des gisements importants. Euh, une tonne de biodéchets, c'est 80-100 normes mètres cubes de biométhane. C'est 1000 km en voiture pour les voitures qui roulent au bio-GNV. C'est 800 kg de fertilisants naturels. Donc ça a forcément des impacts importants. En 2022, on a un projet d'ouvrir une station de biocarburant, bio-GNV à Contrexéville pour alimenter 70 camions par jour, enfin 70 pleins par jour. Donc c'est une station déjà conséquente. Euh, il faut noter qu'il y a une diminution, enfin c'est très favorable pour un bilan carbone. Le bio-GNV, c'est 90% de particules fines en moins, de NOx et beaucoup moins de bruit. Et comme nous, on cherche à aller en centre-ville, ce sont des choses importantes par rapport aux zones faibles émissions en centre-ville. Donc, petits camions, enfin, notre avenir, c'est petits camions centre-ville, en BOM, hein, en benne ordures ménagères, et faible émission. Voilà. Donc l'impact transport dans les biodéchets, c'est important. Et pour nous, il est également important de voir cet aspect bio-GNV pour l'avenir. Donc notre flotte de camions sera transformée en bio-GNV prochainement, dans les années qui viennent, pour le renouvellement de notre flotte. Donc en conclusion, ça va Katia, je suis encore dans les temps? J'accélère. Donc, les partenariats avec les élus, les agriculteurs, les salariés, hein, de l'entreprise, bien sûr.
et également les scolaires. On a des actions avec les scolaires pour, voilà, localement expliquer tout ça. Pour nous, c'est important que notre site, il soit bien intégré dans notre territoire, que les gens sachent ce qu'on fait. Donc voilà, là, un petit résumé. Bon, voilà, la collecte, la valorisation, les datas et puis, un bilan carbone favorable, les grands paramètres. Merci beaucoup et je suis Merci bien monsieur sûr Marchand. pour, répondre à des questions. Oui, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer vos micros ou à le poser sur le chat. On prend le Oui, temps, bonjour, là, après chaque Pascal Roche. présentation. Oui, Bonjour, Pascal Roche, GRDF. bonjour monsieur. Vous disiez orienté vers le bio-GNV, vos actes de collecte auprès de vos clients. L'acte de méthanisation est-elle un facteur de décision d'aller vers vous ou quel que soit le mode de valorisation, je dirais, c'est pas le critère mode de valorisation n'est pas un facteur déclenchant. Si, c'est un facteur déclenchant. Alors je dis pas pour tout le monde, hein, mais je pense à des hypermarchés, locaux, pas très loin de Vittel. Ça a été un fait déclencheur. Et puis, aussi parce qu'on répond au marché public, hein, notamment pour les hôpitaux et dans la note finale, ça joue. Donc oui, c'est positif, c'est important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. On va passer à la présentation suivante. Il faut juste que j'active, la présentation. Donc on va passer à madame Grégoire pour Akiolis. Madame, je vous laisse la main, enfin plutôt le micro et moi je vous passe les diapos. Votre micro est pas activé, attendez, je vais l'activer. Hop, ah non, je vous laisse l'activer parce que je peux pas. C'est mieux comme ça? C'est parfait, c'est bon, on vous écoute. Est-ce que vous pouvez mettre la première slide, s'il vous plaît? Voilà, merci. Donc, je m'appelle Sophie Grégoire, je suis directrice de la communication d'Aciolis, que je vais vous présenter, dont je vais vous présenter les activités. Et je représente aujourd'hui notre directeur général, Gilles Cogny, qui était annoncé dans le programme, mais qui a malheureusement eu un empêchement ce matin. Donc, j'espère que ce que je vais vous dire sera tout aussi intéressant et que je serai en mesure de répondre aussi bien à vos questions. Alors, on peut passer à la deuxième slide. Aciolis, avant que je vous dise précisément ce qu'on fait, j'ai envie de vous présenter notre raison d'être. Notre raison d'être est dans toutes nos activités, dans tout le micro détail de ce qu'on fait tous les jours. On a une obsession, c'est révéler la valeur des matières qui nous sont confiées. En tirer le maximum de valeur dans une logique d'économie circulaire, dans une logique de retour à la terre, dans une logique de conserver la valeur et de réutiliser la valeur de toutes les molécules biologiques que l'on collecte. Et ça, on le fait pour nos clients. Nos clients, ce sont les acheteurs des protéines et des graisses que nous fabriquons. On fait ça aussi dans l'intérêt de nos fournisseurs et on appelle nos fournisseurs tous ceux qui sont détenteurs des matières organiques que nous collectons. On le fait évidemment pour nos collaborateurs puisque le sens de notre métier, c'est le développement durable, hein. C'est comme tous ceux qui sont ici intervenants, c'est dans une logique de réutilisation, de protection des ressources et de maximisation en fait de l'usage de nos ressources et de nos consommations.
Et puis bien sûr, in fine, tout ça, ce sera bon pour la planète. Donc c'est le sens de la signature d'Aciolis qui est vraiment, je peux le dire, c'est une mission qu'on a, c'est une raison d'être et c'est présent dans la tête de tous nos collaborateurs et dans toutes nos offres aussi. Alors, le groupe Aciolis en chiffres. On fait 245 millions de chiffre d'affaires et on a 1000 collaborateurs qui sont répartis sur le territoire. On est le 2e acteur sur notre secteur, en France et le 3e en Europe. N'oublie pas que je ne vous ai pas encore dit exactement ce qu'on faisait, mais ne vous inquiétez pas, ça vient. On a en France 12 usines de transformation et 48 centres de collecte. Donc, vous voyez déjà se dessiner une architecture logistique où on commence par faire de la collecte, puis on fait de la transformation. Et c'est au cours de ces activités de collecte et de transformation qu'on va révéler la valeur des matières que l'on collecte pour les restituer pour des usages quotidiens ou pour la planète. Et ces matières, elles sont de l'ordre d'un million de tonnes dont nous tirons 370 000 tonnes de produits finis. Vous allez, s'il vous plaît, Madame Nagel, rester encore sur la slide précédente. J'ai un commentaire à faire sur la différence entre 930 et 370. Alors, ce n'est pas une question juste mathématique. C'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe entre 930 et 370? Et ça, c'est aussi important dans la création de valeur de nos flux. Donc, retenez-le. Il y a quelque chose qui n'apparaît pas dans la restitution des produits finis. Donc, nos implantations, hein, on a 12 usines, 48 centres de collecte. Vous voyez qu'on est très majoritairement implanté dans l'ouest, le nord-est et le sud-ouest. Il y a une zone blanche sur le centre et sur le sud-est. Ce sont des zones qui sont occupées par nos concurrents. Et notre présence sur ces territoires, elle est tout simplement conditionnée par des considérations logistiques, puisque nos centres de collecte livrent des usines de transformation et que l'usage intelligent du transport fait que on ne va pas chercher des matières quand elles sont beaucoup trop éloignées de nos centres de transformation. Monsieur Marchand le disait tout à l'heure, la collecte dans ce type de métier, c'est un enjeu très important, c'est à la fois complexe et coûteux, mais c'est ce qui permet de maximiser la récupération et la collecte du maximum de matière. Alors, si on fait un focus dans l'Est, vous voyez qu'on a 2 usines. On en a une à Charny-sur-Meuse, dans la Meuse, et une autre à Vénérolles, dans le département de l'Aisne. Elles n'ont pas la même couleur, pas plus que les centres de collecte qui sont répartis assez harmonieusement sur le territoire pour avoir vraiment un maillage de proximité et une optimisation des collectes avec 2 couleurs. Et la couleur noire correspond aux catégories 1 et 2 et la couleur verte aux catégories 3. Et là, je vais faire le lien avec ce que vous avez entendu tout à l'heure dans l'exposé introductif de Madame Lanuzel. Qu'est-ce que c'est que ces catégories 1, 2 et 3? Eh bien, ce sont les désignations réglementaires des sous-produits et des coproduits animaux. Et c'est bien ça notre métier. Le métier d'Aciolis, c'est de collecter, de transformer et de valoriser des coproduits et des sous-produits animaux de catégorie 1, 2 et 3. Ça, on le fait pas encore, Madame Lanuzel. J'ai peu de slides, en fait, et beaucoup de choses à vous raconter sur chacune d'elles, en lien avec quelques mots qui sont posés sur la slide. Donc là, les mots qui sont posés, c'est C1, C2, C3. On collecte dans des filières extrêmement séparées. Comme l'a dit Monsieur Marchand tout à l'heure, la traçabilité, la restitution d'une garantie de traçabilité des matières entre le point de collecte et le point d'usage de la matière transformée, c'est fondamental. Ça, c'est notre métier. On n'a pas, nous, dans les coproduits animaux, un métier neuf. On n'a pas bâti nos usines il y a quelques années, on n'a pas installé nos centres de collecte il y a quelques années, c'est plusieurs dizaines d'années. Le métier de la collecte et de la valorisation des coproduits, sous-produits animaux
et des animaux morts, puisqu'on fait aussi une œuvre de service public, d'œuvre publique en collectant les animaux morts dans ce qu'on appelle le métier de l'équarrissage. C'est ancestral, hein. La matière animale, elle a une valeur nutritionnelle, énergétique, agronomique qui est connue depuis la nuit des temps. Notre métier, c'est de l'avoir systématisé, industrialisé pour limiter les coûts, professionnalisé pour garantir la sécurité sanitaire, la traçabilité des flux et restituer aux utilisateurs des matières, quelle que soit leur origine, absolument saines et d'une valeur énergétique, nutritionnelle ou agronomique prouvée. Hein, on a un système économique de restitution de valeur aux détenteurs des matières et de restitution de valeur d'usage aux acheteurs des produits. Les produits qui sont des protéines et des graisses. J'ai choisi pour la suite de faire un focus sur notre filière de valorisation agronomique, sur un modèle circulaire sur les coproduits et sous-produits de catégorie 1 et 2 et les biodéchets. Les sous-produits animaux de catégorie 3, Monsieur Marchand vous a indiqué tout à l'heure qu'il y avait une possibilité de les collecter et de les intégrer dans des flux de méthanisation. C'est vrai, ça nécessite un certain nombre de précautions sanitaires qui sont encadrées par la réglementation, avec des valorisations agronomiques et énergétiques sur ces filières-là. Nous, les coproduits de catégorie 3 qu'on collecte, on leur donne une valeur bien supérieure. Bien supérieure, puisqu'on les valorise en alimentation animale, pour les chiens, les chats, en alimentation des poissons, par exemple. On les valorise en graisse pour la lipochimie, avec des produits de substitution à l'huile de palme, avec des produits de substitution aux farines de poisson. Et ça, ce sont des valeurs économiques qui sont bien supérieures à celles de la fertilisation. C'est pour ça que ce n'est pas une offre qu'on fait sur les coproduits et sous-produits C3, la fertilisation et le retour à la terre. Nous, on a des valeurs supérieures. Et si ça vous intéresse, on pourra parler aussi de ce que c'est cette valeur en chiffres, hein, en chiffres, en ce que ça coûte, ce que ça rapporte aux producteurs, aux transformateurs et aux clients. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est ce qu'on fait avec les matières C1, C2 et avec les biodéchets. Parce que nous, on a un système de production, de transformation qui est une alternative à la méthanisation sur ces matières. Alors, vous voyez sur la gauche du schéma un petit chiffre 1 dans un carré vert, collecte des animaux morts, collecte des sous-produits. On a des gisements en France et dans l'Est qui sont à peu près les mêmes. On collecte dans des élevages des animaux morts, c'est les métiers de l'équarrissage. On collecte dans des abattoirs, des ateliers de découpe, ce qu'on appelle globalement les industries des viandes et aussi les industries agroalimentaires qui utilisent des matières carnées dans la production de leur préparation. Là, on a aussi des collectes en boucherie et en GMS. Et ce sont des métiers vraiment de collecte très différents. Autant sur des industries agroalimentaires, des abattoirs, des ateliers de découpe, on peut avoir une massification avec des grands caissons, des grands volumes, puisqu'il y a des gros volumes de production. Autant sur les animaux morts et sur les boucheries, la GMS, c'est plutôt ce qu'on appelle du picking. On rejoint la problématique que vous a présentée M. Marchand tout à l'heure sur l'adaptation des camions au volume de collecte, l'optimisation des tournées. Tout ça, c'est quelque chose qu'on fait évidemment de manière native pour réduire les coûts. Et on a tous les mêmes préoccupations d'utilisation des carburants, de réduction des kilomètres parcourus, d'optimisation des tonnages collectés en fonction du nombre des points de collecte qu'on a sur le territoire. Et on a une équipe d'une dizaine de personnes qui passent leur temps à optimiser en fonction des commandes qui nous sont adressées tous les jours, soit des commandes
ponctuelles pour les animaux morts, on ne peut pas deviner que ça va arriver le lendemain ou le surlendemain, donc c'est au jour le jour, ou des collectes programmées sur les industries ou les métiers de bouche. Ensuite, une fois qu'on a amené ces matières au centre de collecte, elles sont massifiées, puis envoyées par transfert au centre de transformation, donc à Charny ou à Vénérolles en fonction de leur catégorie, où elles sont transformées. C'est un process très simple finalement, il est tout à fait naturel, il n'y a pas de chimie là-dedans. On a une matière organique qui contient des graisses majoritairement, pour certaines, des protéines, c'est la matière sèche, des sels minéraux et de l'eau. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit entre 970 ou 930 et 370, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est de l'eau. On évapore de l'eau dans nos usines par des procédés thermiques qui sont très gourmands en énergie, c'est vrai. Parce qu'il faut déshydrater la matière organique. On obtient une pâte, hein, comme dans une grande cocotte minute. On presse, on extrait la graisse, on la filtre, on garde la matière sèche, on la tamise et on obtient des poudres qui s'appellent des farines animales pour les matières de catégorie 1 et 2. On les appelle PAT, protéines animales transformées, pour les catégories 3, mais ce n'est pas la filière que je vous présente ici. Donc, après avoir collecté, on se retrouve à la sortie de nos usines avec des graisses animales et des farines animales. Qu'en fait-on? Mais on n'en fait pas la même chose. Une farine n'a pas la même destination que la graisse. Alors, la graisse, on peut l'envoyer en biodiesel, en énergie. On peut faire tourner évidemment, on peut faire tourner des centrales électriques avec des graisses animales. La graisse animale, elle a un pouvoir calorifique à peu près identique, légèrement inférieur à celui du fioul lourd. Hein, donc, en matière d'alternative écologique à l'usage des énergies fossiles, c'est très intéressant. On peut faire tourner des centrales électriques, on peut produire de l'électricité, on peut faire tourner des chaudières, faire du biodiesel également. Pour ce qui concerne la partie protéique de la matière animale collectée ou des matières animales collectées, qu'on appelle les farines, là, en énergie, il y a une valeur calorifique inférieure puisque c'est à peu près la moitié de celle du fioul lourd, c'est l'équivalent du bois. Alors, qu'est-ce qu'on en fait des farines animales? Bah, historiquement, on les envoie dans des fours de cimentier où elles sont brûlées pour produire de l'énergie et elles disparaissent, elles sont détruites par incinération dans le, dans le four des cimenteries, mais on peut aussi les envoyer dans des centrales de chauffe, des chaufferies urbaines pour produire de la chaleur ou de l'électricité. Ce qui nous intéresse un peu plus ici maintenant, et c'est pour ça que je garde le meilleur pour la fin, c'est la valorisation en engrais, la valorisation en fertilisation d'un produit sec qui peut donc être utilisé sur un délai plus long, hein, par rapport à un digestat de méthanisation qui, bah, lui, a encore une forte teneur en eau et qui doit être utilisé beaucoup plus rapidement dans un rayon plus court, parce qu'il y a encore de l'eau. Nous, nos farines animales, on les envoie dans une entreprise qui s'appelle Violo, qui fait partie de notre groupe, qui est notre filiale, et qui a pour spécialité de faire à la fois du compostage et de la fabrication de bouchons à partir de protéines animales. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Une légère parenthèse sur les chiffres de cette filière C1, C2 sur la slide d'après. Voilà, on a à peu près la moitié des effectifs, voyez-vous, qui sont consacrés à cette filière-là, sur les 1000 collaborateurs de tout à l'heure. On a 3 sites de transformation, dont un dans votre région, dans le Grand Est. On a 28 centres de collecte, dont un peu plus d'une dizaine dans le Grand Est. C'est le tiers des matières qu'on collecte. Si vous voulez appuyer sur la suite, et voilà. Et la répartition, c'est à peu près équivalent, moitié-moitié en élevage et en industrie ou en GMS. Donc, vous voyez que ce n'est pas neutre. Hein. Ce n'est pas neutre la collecte qu'on peut faire des matières animales auprès de ces acteurs et producteurs de biodéchets ou de sous-produits carnés. Ce sont des tonnages importants qui leur apportent une valeur que nous, on garantit en termes de traçabilité, sécurité sanitaire et valeur économique.
Alors comment est-ce qu'on la génère cette valeur économique? Eh bien, je vais vous montrer l'exemple de Violo, qui est, comme je vous le disais, notre filiale de, fabrication de compost et engrais organiques, pour un retour à la terre des matières que nous collectons. Alors, Violo est implanté dans les Deux-Sèvres et on s'apprête à faire une unité les Deux-Sèvres, vous voyez, c'est sur l'ouest, et en ce qui vous concerne, très prochainement, il y aura, sur notre site de Vénérolles, il y a des projets de développement de cette même filière de valorisation des matières de catégorie 2 en engrais. Je précise que dans cette filière-là, il n'y a pas de catégorie 1, qui sont les catégories les plus à risque et qui sont, écartées, de la valorisation, agronomique. Donc chez Violo, ils fabriquent des bouchons d'engrais et des composts. Les composts, c'est comme tous les composteurs, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, il y a des chambres de il y a des chambres de il y a des chambres de compostage industrialisées, 16 000 mètres carrés de plateforme avec une distribution et une redistribution à la terre qui est régionale, évidemment, pour des raisons logistiques bien compréhensibles. Les bouchons, eux, ils sont produits, sur le site et ils ont un usage, national, pas uniquement local et régional, parce qu'ils ont une facilité de transport et d'épandage, qui leur permet d'atteindre des zones d'usage un peu plus éloignées du centre de production. Et ils sont utilisés en arboriculture, en maraîchage, en viticulture, en grande culture et en espace vert. L'avantage de... pas encore, Madame Lanuzel. L'avantage de ces matières, c'est qu'elles ne sont pas uniques. Elles sont multiples. Je parle des bouchons, là. Hein. Je parle des bouchons. Violo a la capacité de formuler, ce qui est beaucoup plus compliqué sur un compost ou sur un digestat. On a des produits qui sont le reflet de ce que l'on a mis dans l'outil de transformation, évidemment, avec toutes les précautions qu'on prend en matière de sécurité sanitaire et de protection de l'environnement. Pour les bouchons, c'est différent puisqu'on entre des produits secs en fabrication, c'est des farines de catégorie 2, on peut entrer aussi des fientes, je vous le montrerai, et on formule. Et en fonction de l'usage et des objectifs d'apport agronomique sur l'azote, l'azote particulièrement, mais aussi le potassium, on a des formulations chez Violo qui sont adaptées aux usages et des gammes qui sont dédiées à l'arboriculture, au maraîchage, à la viticulture, aux grandes cultures et aux espaces verts, avec des produits qui sont formulés pour. On peut passer à la suivante, si vous voulez. Voilà, et ça, c'est aussi de l'économie circulaire. Une économie circulaire qui s'entend à un peu plus grande échelle, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, de facilité de transport des produits finis. Donc chez Violo, il y a des matières entrantes qui sont des sous-produits animaux. Les fameuses, farines de catégorie 2, des coproduits végétaux, des effluents d'élevage, des déchets verts et des engrais minéraux, hein, qui sont les matières entrantes dans les process de Violo, qui est au service de l'agriculture, mais aussi au service de l'élevage, parce qu'il y a les 2 types d'entrées, il y a des entrées animales et il y a des entrées végétales. Les process de transformation donnent, à l'entreprise la double casquette de producteur de compost hygiénisé et de bouchons granulés qui sont, redistribués à des utilisateurs via un réseau de distributeurs en agrofourniture sur les marchés, dont je viens de vous parler. Alors heu, c'est une boucle qui a, de la valeur pour les producteurs de sous-produits et de biodéchets, pour les utilisateurs des bouchons ou des composts et qui concerne à la fois une redistribution à la fois pour l'élevage et pour l'agriculture, hein. Vous voyez bien que si imaginons une, exploitation qui fait à la fois
polyculture et de l'élevage, elle a un usage de ces sous-produits animaux qui lui est restitué, qui peut lui être restitué sous forme d'engrais. Pour les industries agroalimentaires, il y a aussi une logique de valeur pour la collecte des matières de catégorie 2 en abattoir en grande distribution ou les biodéchets, et nous avons la capacité de les collecter et la capacité de les traiter dans le respect de la réglementation sur les sous-produits animaux de catégorie 3. Oui, bien sûr, mais aussi de catégorie 2. Madame Lanuzel l'a dit tout à l'heure, le niveau de risque monte avec la diminution du chiffre. Hein. Donc, les plus risqués, c'est les 1, les moins risqués, c'est les 2. Et on les traite pour les rendre de manière parfaitement inoffensive et sans conséquence pour les utilisateurs, bien sûr, d'un point de vue sanitaire. Alors, Violo, voilà, notre filiale, c'est la slide d'après. Violo, 22 collaborateurs, un site de production et bientôt 2, 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une société qui a été intégrée dans notre giron il y a une dizaine d'années et qui se développe avec le soutien financier d'Aciolis. On collecte 73 000 tonnes ou on achète 73 000 tonnes. On a 16 000 m² dédiés au compostage, 11 gammes de produits, je vous le disais tout à l'heure, qui sont dédiés à des usages agronomiques bien particuliers. Et chez nous, il y a des spécialistes de l'agronomie, hein, il y a des ingénieurs agronomes qui travaillent pour conseiller les clients dans l'usage de nos produits. Et on produit 25 000 tonnes de compost et surtout 42 000 tonnes de bouchons. Je vais vous parler ensuite, mais n'envoyez pas tout de suite. Bon, c'est pas grave. Je vais vous parler de notre démarche RSE, mais auparavant, je voudrais parler de la valeur de tout ça. Puisque j'ai commencé en disant Aciolis est révélateur de valeur. On a beaucoup parlé de coûts de collecte, de coûts de transformation, de coûts d'épuration aussi. Et tout ça, c'est une industrie qui, évidemment, a des coûts. Qu'est-ce que ça coûte pour un détenteur? Un détenteur d'une tonne de sous-produits animaux de catégorie 2, qu'est-ce qu'il peut espérer ou de biodéchets qui peut rentrer dans notre filière de transformation, qu'est-ce qu'il peut espérer tirer de sa matière? Eh bien, chez Aciolis, aujourd'hui, et compte tenu aussi des cours des matières que l'on met sur le marché, les graisses et les matières protéiques, c'est une matière que l'on achète. Donc déjà, elle rapporte au producteur. Elle ne lui coûte pas. On ne parle pas de coût d'élimination d'un déchet, on parle d'achat d'une matière qui sert à fabriquer des protéines et des graisses. Et il y a eu des époques où ça a alterné avec des coûts de prestations de collecte ou des prix d'achat. Ça dépend évidemment du cours des produits que l'on fabrique avec. Et il y a une forte demande, vous le savez, vous l'avez tous entendu sur les matières énergétiques, sur le cours du pétrole, sur les graisses aussi, qui ont une forte valeur. Et plus la valeur des graisses monte sur le marché, plus on a la capacité, une fois qu'on a déduit nos coûts de collecte et nos coûts de transformation, de rémunérer positivement le détenteur de la matière. C'est un peu moins vrai avec les farines, qui, elles, si on les envoie en cimenterie pour la catégorie 1, coûtent toujours au détenteur. Mais si on parle de la catégorie 2, si je peux vous donner un exemple, autant une tonne de matière de catégorie 1, ça peut coûter à l'élimination une dizaine d'euros, autant à la sortie des usines d'Aciolis, la vente d'une tonne de farine de catégorie 2 pour l'engrais, ça rapporte 160 € qu'on peut partager avec le détenteur. D'accord? Donc ça, c'est un modèle économique qui est peut-être pas très connu, pas envisagé, mais ce n'est pas qu'une source de coût, la filière thermique, on va dire, puisque nous, on a des matières biodégradables, putrescibles, odorantes, comme tous les autres acteurs qui entrent dans nos usines. On les traite par procédé thermique et on a aussi une problématique de gestion des odeurs. Ce n'est pas le sujet ici, mais on a aussi des problématiques de gestion des odeurs. Et on a surtout la garantie d'une stabilité des flux. Un process thermique,
c'est parfaitement maîtrisable et c'est constant. 6 jours sur 7, 365 jours par an, moins les dimanches où on arrête nos usines. Il n'y a pas de il y a pas de cycle biologique, il n'y a pas de surveillance de la santé du méthaniseur, par exemple, avec son sa fragilité biologique, et les pilotes de méthaniseurs savent qu'il faut faire très attention à pas noyer le méthaniseur, à pas envoyer trop de matière, donc il faut gérer les matières entrantes. Chez nous, il n'y a pas cette problématique-là, c'est une problématique qui n'est pas, celle de nos usines puisque nous avons un process thermique de chauffage. Quel que soit le mix produit, on sortira, et c'est notre savoir-faire, des protéines et des graisses qui auront la même tenue, la même acidité, la même teneur en protéines, au fil du temps et des saisons. Notre démarche RSE, puisque je vois avec plaisir qu'on a un peu la même logique de présentation, hein, que Monsieur Marchand. C'est à la fois montrer ce qu'on fait, mais aussi montrer que notre activité prend en compte son impact propre, hein, sur l'environnement, parce qu'il ne s'agit pas de... Ce serait une drôlement mauvaise idée, hein, de participer à la protection de l'environnement en restituant de l'usage pour des sous-produits, coproduits ou déchets, en abîmant encore plus l'environnement. Donc là, c'est quelque chose qui est totalement exclu, bien sûr, et on travaille énormément sur nos flux. On peut passer à la slide d'après. Juste, Madame Grégoire, est-ce que vous pourrez, accélérer un petit peu? Parce que si on veut finir à midi. C'est la dernière, Ah, donc bah, c'est fini. parfait. Pour moi, c'est fini. Après, j'ai deux slides encore, si vous pouvez appuyer. Allez-y, voilà. Hein. Donc, on s'attache à certifier la qualité environnementale de nos produits. On est certifié ISO, on est certifié EcoVadis, on est certifié SMETA, CEDEX. Enfin bon, on a une armada de collaborateurs qui travaillent à la certification de nos produits et de nos process. Et on a des ambitions, c'est la dernière slide aussi, en matière de protection de protection des ressources que nous utilisons dans nos process de collecte et de transformation. Hein, bien sûr, on travaille la conduite rationnelle, on fait évoluer la nature des carburants, la technologie des moteurs, on investit dans des études pour réduire l'empreinte carbone de nos usines, et on fait aussi un usage sur place de nos graisses animales. Dans notre usine de Saint-Langy, on a un grand projet de gazéification des farines animales pour produire des énergies et de l'électricité sur place. Parce que c'est le dernier petit... Voilà. Notre objectif, c'est de réduire de 25% nos émissions de carbone en 2025. J'en ai fini. Ce sera mes remerciements avec la dernière slide. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, c'était, similaire, on va dire, à ABCDE dans le sens, prouver aussi votre engagement, environnemental. Je laisse la parole, aux participants s'il y a des questions. Alors, bah, je ne vois pas de main levée ou de micro activé. De toute manière, moi, je pourrais C'est que j'ai prendre. été très claire, mais vous Voilà, pouvez différer vos questions et Madame la voilà, Gilliane les fera passer. c'est ça, voilà. N'hésitez pas par la suite à m'envoyer un mail. Et ben, on va passer maintenant au dernier témoignage, de Nicolas Attenot, de l'entreprise Bioli. On a peut-être une question qui vient d'arriver. Bon, je la lirai après, mais on va juste, démarrer la présentation de monsieur Attenot, et on prendra aussi les dernières questions après. Nicolas, je te laisse, la parole. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Un problème de connexion ce matin en Wi-Fi chez nous, donc vous allez me dire si vous m'entendez pas. Alors, Et je vais on t'entend. surtout aussi couper la caméra Voilà, c'est ce que j'allais dire. pour gagner un peu de bande passante, mais c'est un peu compliqué, donc n'hésitez pas à me dire, Katia, s'il y a des soucis. Ouais, là, c'est bon, on t'entend très bien.
Alors, du coup, tu peux avancer, Katia, s'il te plaît. Alors, donc je me présente, je suis Nicolas Attenot, je suis président de la société Bioli. On est une société d'une dizaine de personnes, on est basé à Vendeuvre-les-Nancy. Il n'y a plus de présentation. Katia, c'est normal, on ne voit plus la présentation. Hein. J'ai eu un petit problème avec ma présentation. Il faut juste que je repartage mon bureau. Désolée, ça a juste coupé 2 secondes, c'est de mon côté. Okay. Du coup, on est basé à Vendeuvre-les-Nancy, comme je le disais, une petite société d'une dizaine de personnes. On va bientôt fêter nos 10 ans. On est une ancienne, ou peut-être encore une start-up issue de l'Université de Lorraine qui exploite une technologie d'extraction végétale un peu originale et un peu innovante, répondant au principe de la chimie verte. Et Katia en a parlé, je vais vous parler de chimie verte. Et notre métier est de faire des ingrédients naturels pour différents marchés. Je vais redétailler un peu. Alors aujourd'hui, on va parler, donc nous, dans notre métier, dans les marchés qu'on vise, qui sont principalement les marchés de la cosmétique et du complément alimentaire. On parle aujourd'hui d'upcycling, donc en français le surcyclage, hein, donc c'est la valorisation des coproduits vers le haut, c'est pour ça qu'on appelle ça surcyclage, c'est-à-dire leur donner une valeur ajoutée supérieure à ce qu'ils ont en sortie du process précédent. Donc le passé, c'était de l'économie linéaire, on va dire. Depuis un certain nombre d'années, maintenant de dizaines d'années, on recycle énormément, même si on ne recycle pas encore assez, mais il y a beaucoup de choses et d'initiatives qui sont menées en tout cas. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'économie circulaire et on essayait de recycler tout et de surcycler tout ce qu'on génère comme déchets, biodéchets, coproduits, sous-produits. Voilà, Katia a fait des petites distinctions sur les statuts réglementaires de ces matières-là, on va dire. Donc voilà, il y a quelques exemples de choses d'un point de vue très déco sur la photo. C'est une tendance qui monte. Alors, c'est une tendance qui monte aujourd'hui beaucoup, mais qui en fait existe depuis très longtemps. Voilà, qu'on utilise depuis des dizaines d'années, l'upcycling, la valorisation des coproduits. C'est juste que ce n'était pas valorisé d'un point de vue marketing, à mon sens, parce que c'était pas très sexy de dire qu'on travaille les déchets des autres. Donc aujourd'hui, on est enfin sorti de cette sémantique, ce problème sémantique, j'ai envie de dire, et c'est plus une injure ou c'est plus une insulte de dire que je travaille le déchet de quelqu'un d'autre, et c'est devenu même un avantage marketing très fort, et c'est enfin, j'en suis très content. Donc nous, ça fait 10 ans chez Bioli qu'on fait ça depuis la création. Donc aujourd'hui, je ne le fais pas parce que c'est à la mode dans nos métiers, dans nos marchés, c'est juste, ça fait partie complètement de l'ADN et la philosophie de notre société. Donc, tu peux avancer, s'il te plaît, Katia. Pardon. Hop, c'est bon. Non. Non, c'est pas bon? C'est peut-être le temps que ça charge. Hein. Okay. Voilà, donc on en a parlé un peu avant. Là, je vous ai remis rapidement quelques généralités sur les marchés, sur la valeur ajoutée que peut produire la valorisation des coproduits. On en a parlé avec les deux intervenants précédents. On a parlé de fertilisants, d'énergie. Voilà. Nous, on va plutôt se trouver en haut de cette pyramide-là, sur tout ce qui est valorisation à plus forte valeur ajoutée et donc du coup à valorisation moindre en termes de quantité de coproduits. Voilà. Et donc on est plutôt nous positionner sur les marchés de la nutrition, de la cosmétique, du complément alimentaire, que ce soit humain ou animal d'ailleurs, et pas du tout par contre tout en haut sur la pharmaceutique. Vas-y, avance, Katia. Voilà, je me suis permis de remettre. Alors nous, on ne fait pas de valorisation de coproduits animaux, on fait que du végétal. Je me suis permis juste de mettre un exemple de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde des coproduits marins. Alors aujourd'hui, et ce depuis 40 ans en fait. Donc ils avaient beaucoup d'avance sur tout ce qu'on est capable de générer à partir des coproduits d'un poisson qu'on a pêché, qui est trié, qui est découpé. On valorise aujourd'hui les têtes, les arêtes, les viscères. On fait énormément de choses. Et alors ça, je ne dis pas qu'on ne fait pas aujourd'hui sur les produits végétaux, mais on valorise déjà tous les coproduits sur tout un tas de marchés avec des technologies diverses et variées.
Et on touche aussi bien l'alimentaire, encore une fois, que le complément alimentaire. Et donc, aujourd'hui, la valorisation, 86% des déchets générés en terre, de cette pêche, on va dire, est valorisée, ce qui est très impressionnant, et c'est, à mon avis, vers là où il faut aller sur la valorisation des coproduits végétaux. Même si, à mon sens, aujourd'hui, il n'y a plus de déchets dans nos industries, parce que tout a une voie de valorisation, quoi. Ce qu'on appelle un déchet, pour moi, c'est quasiment inexistant, hein. Au pire, on en fait, au pire, on le donne à manger aux animaux. Slide suivante. Voilà, j'ai mis quelques exemples là, de choses qu'on retrouve aujourd'hui sur les marchés, avant de parler de Bioli, mais alors voilà, des choses que je connais qui sont beaucoup, surtout valorisées par des startups aujourd'hui. Donc la Belle Bouse, hein, qui récupère le fumier de vache dans les champs, par exemple, et qui le ramasse et qui le transforme et qui va valoriser ça et en faire un fertilisant. Il y a un process un peu particulier. C'est la première image en haut à gauche. Ensuite, en bas à gauche et au milieu en haut, alors là, c'est un matériau qui est fabriqué à partir de drèches de brasserie. On parle beaucoup des drèches de brasserie, donc on trouve aujourd'hui beaucoup de voies de valorisation dans les biomatériaux, mais aussi dans le monde alimentaire, hein. En bas à gauche, c'est la société Happy Drèche qui fabrique des sortes de muesli, des gâteaux pour le petit déjeuner ou autres à partir de drèches de brasserie. En haut à droite, la société ou la startup In Extremis qui est basée à Nancy, hein, près de chez nous, qui valorise les pains invendus, les invendus de pain, et qui en fabrique aussi des gâteaux pour le petit déjeuner et pour l'apéritif. On va retrouver d'autres exemples, là en bas au milieu, la société, la startup Circuleg, qui valorise tout ce qui est déchets de coquilles d'œufs. Il faut savoir qu'en et une grosse voie de valorisation pour en faire deux produits. Eux, ils travaillent sur le marché du pet food et du complément alimentaire, et ils développent ils produisent une poudre de carbonate de calcium d'un côté et une poudre de membrane d'œuf qui permet d'apporter dans un cas le calcium et dans les autres cas tout ce qui est collagène, acide hyaluronique ou chondroïtine. Voilà. Et enfin, en bas à droite, ça c'est un exemple, voilà, de chez Bioli, avec qui on a développé en partenariat avec la société CEDAC. On travaille les déchets de poivron rouge et on a fait un arôme en fait pour des saucisses végétales que vous voyez en bas à droite. Donc ça, c'est des exemples qu'on trouve sur le marché. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont faites par les grands groupes, par des grandes sociétés. On en a vu dans les exemples précédents, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent chez les startups sur la valorisation, qui a une conscience écologique, on va dire, un peu plus forte que les générations précédentes. En termes je vous parlais de valorisation de déchets de food, de l'alimentaire, hein, donc ça c'est des choses qui sont c'est des chiffres connus de la FAO, hein, donc voilà, 800 millions de personnes ont faim dans le monde, sont dans un état, on va dire, de famine, alors qu'on jette un tiers des choses qui est produit, quoi. Donc c'est un petit peu scandaleux, mais on n'est pas là forcément pour faire de la politique ou autre. Et donc l'approche qu'on a chez Bioli, ça a été de dire, essayons de valoriser ces coproduits végétaux pour en faire des extraits, des ingrédients dédiés à différents marchés que sont la cosmétique ou l'alimentaire ou le complément alimentaire, voire les marchés du plant de care, on en a parlé un peu avec tout ce qui est fertilisant ou corps de stimulation. Vas-y, Katia, s'il te plaît. Donc ça, c'est je vous parlais principalement des deux marchés qui sont majeurs chez nous, ceux qui sont la cosmétique et le complément alimentaire, donc la nutraceutique. Voilà, aujourd'hui, on est dans une démarche et une évolution de ces marchés-là pour aller vers plus de naturel, plus de naturalité, plus de technologie propre. On voit les labels vegan et bio monter aussi. Tout ce qui est sustainability, la transparence, et dans toutes ces trends, dans toutes ces tendances, on retrouve évidemment la valorisation des coproduits et l'upcycling. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des biodéchets ou des coproduits végétaux? Je vais dire ce qu'on en fait nous chez Bioli avec quelques exemples, et je finirai sur les critères, ou enfin en tout cas les éléments à prendre en compte pour valoriser les coproduits qu'on génère soi-même, ou pour aller trouver des partenaires pour les valoriser. Donc chez Bioli, on fait, je vous l'ai dit, on développe, on produit, on commercialise des ingrédients naturels pour les marchés de la cosmétique et de la nutrition au sens large. Alors qu'est-ce que j'appelle un ingrédient? C'est tout ce c'est un élément qui va entrer dans la fabrication d'un produit fini.
Donc, ça peut être un arôme, j'en ai parlé, un arôme alimentaire, ça peut être un colorant naturel, ça peut être un extrait végétal, un actif qui va entrer dans la fabrication d'un produit cosmétique. Ça peut être aussi une molécule active qui va entrer dans la production de produits de biostimulation ou de contrôle, hein, donc tout ce qui est produit pour substituer les produits phytosanitaires chimiques aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà ce qu'on fait chez Bioli, et on a deux approches. En tout cas un modèle d'affaires mixte. On a une activité de développement d'ingrédients catalogue qui nous appartiennent, on en a une trentaine environ, et qu'on fait distribuer aujourd'hui dans une quarantaine de pays dans le monde via un réseau de distributeurs, qui sont essentiellement cosmétiques pour cette partie-là. Et sur ces 30 ingrédients, on en a 28 qui sont obtenus à partir d'un coproduit ou d'un déchet. Et ensuite, on a une deuxième activité où on fait du développement d'ingrédients sur mesure, ou du développement d'ingrédients ou de contrats de prestation R&D et de production pour des clients, quels qu'ils soient, sur tout marché. Et ça doit être la slide suivante, où on va les aider à travailler, à développer des extraits ou trouver des voies de valorisation sur tous les marchés que vous voyez là, et encore, et voire même d'autres. Donc, on a voilà, comme je disais, on a une activité ingrédients vraiment axée cosmétique et compléments alimentaires, mais pour les clients et pour les autres, on fait du développement d'extraits, on va dire, pour tous les marchés. Donc, l'expertise qu'on met en avant, voilà, on est une société qui a une dizaine d'années, mais la technologie qu'on exploite d'extraction végétale à quasiment 18 ans maintenant, plus de 16 ans, parce que c'est un peu plus vieux que ça. Je l'ai dit, hein, on a un certain nombre de brevets, on est une société très tournée vers l'innovation, vers la techno et vers la science. Hein. 90% des gens qui travaillent chez nous sont des scientifiques. Katia, s'il te plaît, voilà. Alors, je vous parlais d'extraction végétale de façon assez simple. Je ne vais pas entrer dans le détail de tout ce qui existe. Il y a aujourd'hui beaucoup de technologies d'extraction végétale qui permettent, pour ceux qui ne sont pas familiers, d'aller sortir d'une matière première, qu'elle soit végétale ou animale, une fraction des molécules d'intérêt qui vont avoir une application, une activité biologique, une fonctionnalité ou je ne sais quoi d'autre. Donc, il y a beaucoup de technologies qui sont polluantes aujourd'hui, qui sont chimiques et qui existent sur le marché, qui sont encore utilisées et encore autorisées par la réglementation, de par la puissance des lobbies en partie. Il y a aujourd'hui beaucoup d'alternatives technologiques comme la nôtre, hein, on n'est pas les seuls à faire ça, en tout cas comme ça sûrement, mais avec d'autres technologies qui sont là pour substituer du coup toutes ces technologies chimiques. Donc notre technologie d'extraction végétale est assez simple, on prend de la matière végétale qu'on va broyer, mettre en réacteur dans une cuve, hein, avec de l'eau. C'est une technologie d'extraction enzymatique en voie aqueuse, donc on n'utilise pas de solvant chimique. Et on va extraire, les enzymes qu'on va utiliser, sans entrer dans le détail, vont aller hydrolyser le végétal pour en libérer les molécules d'intérêt. Et ensuite, on va centrifuger tout ça, ce mélange, pour obtenir différentes fractions qu'on va continuer à travailler, ou en tout cas qu'on va chercher à valoriser en tant qu'ingrédient naturel. Donc, on travaille à partir de matières végétales, on développe soit des extraits qui vont être lipophiles, donc des extraits huileux, ou des extraits hydrophiles à queue, avec des galénies qui peuvent être en liquide ou en poudre, pour entrer ensuite dans la composition des produits finis. On est certifié, je vais en parler très rapidement, bio. Non, tu peux laisser, Katia, c'est pas grave. On est certifié, la technologie est certifiée bio en alimentaire et bio en cosmétique. Et donc, l'upcycling, je vous parlais un peu de différents coproduits qu'on travaille chez Bioli. Ça peut peut-être vous donner des idées. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses avec des coproduits. Il faut juste bien savoir respecter quelques éléments. En fait, respecter certains critères de par les réglementations auxquelles on est confronté, surtout en sortie. Et si on parle, je fais peut-être une petite digression très rapide, si on parle de réglementation très rapidement, tu en as parlé, Katia, tout à l'heure, tu disais il n'y a pas aujourd'hui de règlement, il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de statut réglementaire pour le coproduit. Ça, à mon sens, nous, aujourd'hui, c'est, je trouve, un vrai problème. On milite depuis des années pour que ça bouge, qu'il y ait un statut du coproduit qui soit réglementé. Parce que, pour donner un exemple, aujourd'hui, Bioli, comme on travaille majoritairement des coproduits, on est considéré comme une usine de traitement de déchets. Voilà, au sens de l'ICPE, hein, donc des installations classées pour l'environnement. Et donc, du coup, on doit répondre à un certain nombre de contraintes et de normes qui sont, voilà, je cherche le terme exact,
dans cette réglementation, qui n'est pas forcément imposée à nos concurrents, par exemple. Donc ça, c'est une vraie problématique et je pense qu'il manque encore cela pour pouvoir développer encore plus la valorisation des coproduits sur tous les marchés que nous on vise et que nos partenaires pourraient viser également. Donc, des déchets de l'industrie alimentaire, des déchets de l'industrie de la sylviculture, on va dire, de la forêt pour faire simple, j'y reviendrai, ou en tout cas de la transformation des plantes forestières. Et on travaille aussi des déchets de l'industrie agricole. Vas-y, Katia, s'il te plaît. Donc dans ces coproduits-là, par exemple, voilà, on a une approche qui est très locale. Notre objectif est évidemment de valoriser des coproduits locaux dans un rayon assez faible autour de Nancy. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Mais l'approche et pourquoi on travaille les coproduits chez Bioli est plutôt locaux. On a une technologie propre d'extraction. C'est toujours dit, travaillons plutôt des choses proches de chez nous, plutôt qu'aller chercher une petite graine ou une petite plante au bout du monde, ce que beaucoup de nos concurrents font. Ça n'aurait pas de sens écologiquement. Marketingement sûrement, mais pas de sens écologiquement en tout cas, et donc ça sert à rien d'avoir une technologie propre si c'est pour avoir un bilan carbone déplorable sur le niveau du transport des matières. Donc du coup, voilà, on représente sur cette carte à peu près tout ce qu'on source dans un rayon de 300 km. Mais je vais détailler un peu plus après sur les extraits, tu peux avancer sur les exemples, pardon. Voilà, alors l'objectif, c'est ma présentation commerciale, hein, donc l'objectif, je ne suis pas là pour vous vendre des ingrédients. Hein. Je vais surtout vous mettre en avant en fait ce qu'on fait, quel type de coproduits on peut travailler chez Bioli, mais que ce soit chez Bioli ou chez d'autres d'ailleurs, hein, des gens qui font de l'extraction végétale. Donc là, par exemple, on travaille le concombre. Donc on va récupérer, pour en faire un ingrédient cosméto, les concombres hors calibre. On a un partenaire à une centaine de kilomètres de chez nous, hein, qui est le plus grand producteur de concombres sous serre en France, et qui jette des quantités assez astronomiques de concombres, hein, parce qu'ils sont courbés, parce qu'ils sont trop grands, trop petits, parce que en fait son client c'est la grande distribution, et la grande distribution impose un cahier des charges qui à mon avis est complètement con, mais c'est comme ça, et donc du coup on se retrouve avec des centaines de tonnes de concombres qui sont jetés, qui pourraient être mis sur le marché. Donc nous on récupère ces concombres là et on les travaille dans un process pour en faire un ingrédient pour la cosméto. Ça, c'est un exemple, ça continue. Un autre exemple qui est un peu plus loin de chez nous pour notre partenaire, même si on trouve du maïs. On travaille aujourd'hui le rafle de maïs, hein, donc c'est la partie intérieure du maïs qui est aujourd'hui récupérée, qui est déjà valorisée pour en faire un certain nombre de choses. Par exemple, le rafle de maïs est broyé chez cet industriel-là. Ils en font déjà des exfoliants pour la cosmétique, mais ça peut être des abrasifs pour la métallurgie. Ça sert aussi de support vétérinaire, de support pour l'aliment, pour mettre les médicaments pour le vétérinaire, pour les animaux. Et nous, du coup, on va récupérer le coproduit de ce coproduit, qui est en fait les refus, le dégrillage, la granulométrie qui est trop fine quand ils font le broyage et différents tamisages et qui ne peuvent pas valoriser. Encore une fois, on en fait un ingrédient, je ne vais pas vous le dire à chaque fois, hein, c'est notre métier. Voilà, on travaille les déchets de salade aussi. Donc, on travaille avec, il n'y a pas 50 partenaires en France, avec des industriels. Il y a 2 grosses marques qui se partagent le marché sur les salades en sachet, hein, la salade 4e gamme. Il faut savoir que les salades en sachet, comment c'est produit. Les salades arrivent, on part à l'extérieur, on appelle ça le parage, on enlève tout l'extérieur, on garde le cœur aujourd'hui pour partir dans le traitement, quoi, dans la fabrication des salades en sachet, et tout l'extérieur est jeté. Donc, est jeté, il y a différentes voies de valorisation qui sont utilisées, hein. Ça peut être pour l'alimentation animale, c'est épandu dans certains cas, même si voilà, on peut se poser la question. C'est toujours ça, c'est un coproduit qui n'est pas facile à valoriser parce que très, très, très mouillé, par exemple. Donc voilà, nous on travaille ça pour en faire encore une fois un ingrédient pour le marché cosmétique, mais c'est un extrait, c'est des salades aussi très riches en nitrate et en nitrite, par exemple. On pourrait développer des extraits riches en nitrate pour le complément alimentaire ou encore pour substituer les nitrates dans la charcuterie. Voilà, encore une fois, donc un coproduit. Donc là, on travaille l'amandon d'abricot. Donc le noyau d'abricot, aujourd'hui, on travaille avec l'industrie de l'alimentaire qui travaille l'abricot qui est le casque, qui est des noyottes. Il garde l'abricot soit pour en faire du jus, pour en faire des oreillons, pour en faire de la purée, on peut en faire beaucoup de choses, de la confiture. Et le noyau est récupéré et cassé avec la coque
Ça sert à faire un exfoliant, du granulat, des granulats végétaux qu'on peut retrouver devant les allées de maison, par exemple, de garage, et on récupère l'amandon pour faire une huile végétale qui est un arôme alimentaire et un arôme est utilisé pour parfumer en cosmétique. Et puis là, on va avoir toute une slide, tout un enchaînement de slides, Katia, on a une gamme de colorants naturels chez Bioli. Donc avant, on a vu la tomate, on va chercher la couleur de la tomate. Donc encore une fois, on travaille les drèches de tomates issues de la purée de tomate. On travaille les carottes abîmées pour en faire un colorant orange. Avance, hein, tu peux y aller. On travaille les coproduits de poivron vert pour en faire un colorant vert. Pareil avec le poivron rouge, on en fait un colorant et un arôme naturel. J'en ai parlé au début de cette présentation. Vas-y. Là, on travaille le thé menthe. Par exemple, on travaille avec des fabricants d'ice tea et on va récupérer le déchet de la fabrication de l'ice tea qui est un mélange thé menthe et duquel on va sortir un colorant vert, encore une fois, qui va avoir différentes applications. On travaille aussi avec notre voisin, là, c'est le coproduit local, le plus local qu'on ait, c'est-à-dire qu'il est à environ 10 mètres de notre porte, où il fait du jus de curcuma et on travaille son tourteau pour en extraire la curcumine et pour en faire un colorant jaune. Donc on travaille beaucoup avec le monde agroalimentaire, vous voyez, aussi bien des fruits, beaucoup du fruit et de légumes et des boissons. On a voilà, ça c'est un dernier exemple sur le monde alimentaire, on travaille la peau de litchi qui est enlevée pour la fabrication des jus et des purées de litchi. Si on parle, je parle rapidement de bilan carbone, après j'ai accéléré peut-être de bilan carbone, tout ce qui est valorisé sur des îles comme ça, l'objectif pour Bioli est évidemment de mettre des unités. L'approche qu'on a, c'est aujourd'hui, c'est pas transférer les matières, c'est transférer la techno. Et donc, on a un certain nombre de licences qui ont été signées aujourd'hui, qui sont pour installer des unités d'extraction. Donc, on en a une au Québec qui a été montée il n'y a pas longtemps par un client. Et on vient de signer une nouvelle licence avec une société en Martinique et en Guyane. Et on a des discussions évidemment avec la Réunion. L'objectif étant à chaque fois de développer des produits, de valoriser des produits locaux et ensuite d'aller mettre l'unité d'extraction coproduits dans les domaines, mais ça peut être dans... Vas-y, slide suivante. On travaille du coup les déchets de la sylviculture, de la forêt, on va dire, on appelle ça les coproduits forestiers. Donc voilà, il n'y a qu'une slide, mais par exemple, on va travailler les graines de sapin ou les graines de hêtre. On va travailler avec des semenciers de ces graines-là qui en fait n'arrivent pas à les vendre parce qu'elles n'ont pas la capacité germinative suffisante pour donner un arbre. Du coup, on valorise, on récupère ces graines-là et on va valoriser pour faire différents ingrédients. Et on travaille aussi l'aiguille de sapin qu'on voit mieux pour le marché du complément alimentaire. Donc, on récupère les branches en forêt quand les arbres sont coupés et ça va partir en scierie. Et on travaille aussi l'écorce de sapin, pour vous donner une idée, avec là, du coup, qui est un coproduit soit de la scierie, soit de la papeterie. Voilà, donc on peut faire beaucoup de choses en termes de valorisation de coproduits végétaux. Et j'y reviendrai sur quelques éléments à prendre en considération sur ma dernière slide. Tu peux avancer, Katia. Et enfin, dernière slide, vas-y. Slide suivante. Voilà, il y a d'autres exemples que j'ai mis là, pour ne pas entrer forcément dans le détail, mais on travaille les déchets de mandarine, de pomelo, de citron vert. On va travailler sur le monde agricole. Voilà, la quatrième image, c'est du safran, d'accord, un crocus. Donc, on va travailler avec des producteurs de safran qui jettent les pétales aujourd'hui, qu'on récupère pour en faire des choses et des extraits. La cinquième, c'est une fleur de chicorée. On travaille la graine de chicorée, qui est une semence non germinative. Et enfin, on travaille aussi le chènevis, donc, qui est le chanvre, la graine de chanvre, pour en faire de l'huile ou autre. Voilà, il y a beaucoup d'applications qui sont envisageables sur tous ces coproduits-là. Et ça, c'est ma dernière slide, et je finirai là-dessus en espérant pas avoir été trop long. Quelques éléments à prendre en compte quand on travaille les coproduits végétaux pour les marchés que nous visons. Hein. Forcément, ça ne va pas forcément s'adresser à tout le monde. Mais évidemment, la première des choses à vérifier, c'est le volume de coproduits disponibles. On a la chance d'être sur un marché à valeur ajoutée. Donc, alors, c'est de la chance d'être sur un marché à valeur ajoutée. En revanche, c'est du coup, on ne travaille pas forcément beaucoup de volume. Donc, nous, les coproduits qu'on travaille, ça va être l'ordre de quelques tonnes, voire dizaines de tonnes par an de la même référence, pour vous donner une idée. Donc, si un client vient nous voir et nous dit, ben voilà, je me retrouve avec 5000 tonnes de verre de poireaux, ben, je vais dire, nous, pour nos applications, je vais peut-être en prendre 2, et il t'en restera toujours 4998 tonnes. Donc, il faut aussi trouver des voies de valorisation connexes, que sont les marchés qu'on a vus précédemment avec les deux autres intervenants, entre autres.
Donc voilà, avoir le volume de coproduits disponible et associé à ce volume de coproduits disponible, la saisonnalité de ces coproduits. Il y a des coproduits qu'on peut avoir toute l'année, il y a des coproduits qu'on peut avoir que pendant un trimestre. Voilà, faut bien prendre ça en considération. Parce que ça peut impacter fortement du coup la supply chain sur le reste, la fabrication des ingrédients et la fourniture des ingrédients aux clients. Donc nous, on travaille, on sait faire, hein, c'est une logistique un peu particulière qu'il faut mettre en place en interne. Et du coup, ça doit aussi, il y a pas mal de stocks à faire, mais quand on travaille la Mirabelle, hein, on est en Lorraine, donc on travaille le coproduit de Mirabelle. On sait que la Mirabelle, ça récolte en septembre. Donc, en septembre, on fait toutes les prods nécessaires sur ce coproduit-là qui va nous couvrir l'année de production pour la fourniture de nos clients. Ce qui n'est pas toujours facile à évaluer, on estime. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est tout ce qui est les contraintes de préparation chez les producteurs. Donc, si vous avez des coproduits, il faut voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour récupérer, trier. On a parlé de triage, on a parlé de collecte. Voilà, c'est pas anodin parce que il y a des choses, ça peut coûter un peu d'argent de mettre des choses en place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut bien le prendre en compte au préalable avant de se lancer dans une démarche de valorisation des coproduits. Et aussi, il y a aussi toute une mécanique à changer dans les équipes en interne, souvent, qui sont habitués à jeter ce déchet-là, et de toute façon, voilà, ce sera toujours comme ça, et des fois, on commence à leur demander donc, de changer, de trier, de mettre ailleurs, et du coup, il faut changer les habitudes, ce qui n'est pas forcément la culture du changement, ce n'est pas forcément toujours simple. Voilà. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, on prend nous en compte, en tout cas dans nos métiers, on est aujourd'hui on revient beaucoup au local, donc on favorise évidemment tout ce qui est origine française, que ça soit au niveau de la culture ou de la transformation, si possible des deux. Je vous parlais d'exemple tout à l'heure de Témante. Le coproduit qu'on récupère, c'est à une centaine de kilomètres de Nancy. Mais le thé et la menthe, ils viennent pas de France. Le thé vient des Chines et la menthe vient du Maghreb. Voilà, donc ça, pour nous, c'est pas trop un problème encore parce que mon coproduit, moi, il est français et le bilan carbone sur cette matière-là, c'est mon partenaire qui l'a. Mais aujourd'hui, la demande des clients est d'avoir un coproduit français d'une culture française. On va vraiment de plus en plus vers ça. Et la certification aussi. On va de plus en plus sur le bio, on en a parlé un petit peu. Il faut être certifié, le bio monte en puissance. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un produit que vous transformez chez vous, si vous êtes transformateur de pommes de terre, j'ai n'importe quoi, voilà, que votre pomme de terre est bio, que votre coproduit sera bio forcément. Il y a de grandes chances qu'il le soit, mais en fait, il faut le faire aussi enregistrer si on veut pouvoir le valoriser en tant que coproduit bio, ce qui entraîne un coût aussi pour le producteur. Et enfin, les mélanges qui sont à bannir, à mon sens, pour moi, en tout cas, sont toujours pareils. Je remets ça par rapport à nos marchés. Nous, on ne travaille jamais quasiment de mélange. Le Témante est un exemple, le contre-exemple, mais c'est trop compliqué à gérer sur la reproductibilité derrière des extraits, des produits, des lots dans le temps. Il faut que notre partenaire soit capable soit sûr puisse nous assurer de la répartition exacte et toujours la même du mélange. Donc nous, on préfère aujourd'hui pas travailler de mélange. Et ça, du coup, c'est aussi quand on va valoriser ces coproduits, c'est qu'en général, les producteurs mettent tout au même endroit et jettent tout dans la même benne qui vont ensuite être valorisés sur différents marchés. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte en amont. Voilà. Et je crois que c'était ma dernière slide de Katia. Il est 11h59. On est dans les... Voilà. Et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci Nicolas. Effectivement, s'il y a des questions, on est preneur, soit dans le chat ou par le micro. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer. J'ai une question, moi. Oui, allez-y, madame. D'abord. Merci, c'était très intéressant. Je découvre un monde assez inconnu pour moi. Donc, même en tant qu'intervenante, je me sens participante et très intéressée par ce qui se dit. La logique économique de votre modèle, c'est quoi? Vous achetez les coproduits ou vous les prestez? Alors, on a les deux modèles, en fait. Donc, dans certains cas, on les preste quand c'est du développement sur mesure pour nos clients. C'est eux qui nous confient une matière qu'on leur rend sous un produit à plus forte valeur ajoutée. Mais pour toute notre gamme d'ingrédients, on achète les matières. Alors, dans certains cas, les clients nous les vendent. Dans certains cas, ils nous disent tu m'en débarrasses, je serai déjà. Et donc, nous, on s'occupe du transport, on vient les chercher et autres. Moi, je suis plutôt dans une logique de payer le coproduit.
faut que ça soit raisonnable. Si partager la valeur, à mon sens, donc c'est très important. Donc on paye quasiment tous nos coproduits aujourd'hui. D'accord, merci. Il ne faut pas tomber dans l'extrême. Aujourd'hui, On n'entend plus trop bien. Oui, ça a bugué. Iran, donc il faut arrêter de. Ouais, alors si on m'entend mieux là? Oui, là c'est bon. Un peu la connexion. Oui, je disais, l'objectif est de partager la valeur. Et donc, du coup, j'ai pas de souci à payer, même plus fort que le prix du marché, les coproduits pour faire des choses et mettre une relation pérenne dans le temps avec ce partenaire-là. Mais il faut pas tomber dans l'extrême et dans l'inverse, c'est-à-dire que les coproduits, parce qu'on l'a déjà vu, nous, les coproduits deviennent plus chers que la matière initiale de base, par exemple. Parce que les gens se sont dit, le coproduit, c'est l'Eldorado de demain. Je dis n'importe quoi, mais voilà, j'exagère un petit peu. Mais il y a des gens qui vendent des choses de manière, des coproduits de façon délirante en termes de tarifs. Donc, il faut trouver un juste milieu. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, je passe à la partie suivante pour être rapide et finir, un petit peu en retard, désolée, mais et finir le diapositive, non? OK. Donc moi, je voulais juste finir sur, après tous ces témoignages de solutions sur le territoire aussi, quelles sont les aides, à l'accompagnement et au financement de mise en place de solutions? À savoir au sein d'Agria Grand Est, on est là aussi pour vous accompagner en tant qu'entreprise ou commune aussi, hein, à trouver la valorisation qui est la plus adéquate, la plus juste et la plus locale, par rapport à vos problématiques. Mais il y a aussi des solutions, financières. Là, je vais parler surtout de l'aide, de Climaction 2021, donc c'est un peu bête d'en parler maintenant le 10 décembre, 2021. Mais voilà, c'est juste pour illustrer que l'ADEME, donc s'était associé avec la région, dans le cadre du plan de relance, sur des, thématiques vraiment, transition énergétique, environnementale, que ce soit des, collectivités, associations, mais aussi des entreprises de toute taille, hein. Voilà, c'était des aides, surtout sur des, là, j'ai pris un exemple sur l'aide tremplin. On a des analyses, de process, on a des bilans de matière, on a des mises en place de tri, de pré-collecte. Voilà, il y a vraiment des solutions qui sont proposées avec une aide maximale, pour les entreprises ou pour les collectivités. Voilà une autre illustration de ce qui était possible de faire, via l'aide, en 2021, des études, des investissements, en faveur de la valorisation des déchets et de la matière. Ça, c'était vraiment dans le cadre du plan de relance. Ça reprend un peu ce que je viens de dire, mais j'en ai parlé un petit peu à l'ADEME. Ils me disaient clairement que voilà, ils souhaitent, continuer dans cette optique-là d'accompagner les entreprises et les collectivités dans ce modèle-là, de prendre le temps en amont de faire une étude, de savoir au niveau des déchets quelle gestion est possible, quelle démarche, d'alimentation durable on peut mettre, quelle lutte contre le gaspillage et voilà et derrière essayer d'accompagner sur les investissements, concrets sur des équipements, et par la suite aussi, si vous souhaitez, engager une personne par exemple, il y a le volet plus animation, changement de comportement et on a une action en faveur de la transition écologique où on peut embaucher des gens, on peut mettre en place des animations et donc ça, c'est pour les entreprises, mais on a aussi, ce volet-là qui est, pour les collectivités, les communautés de communes et cetera. Donc ça reprend, les mêmes, petits tirets, études, investissements et animations. Donc voilà, on espère qu'en 2022, il y aura aussi ce plan de relance, mais d'après ce que l'ADEME m'a notifié, il ne devrait pas y avoir de souci. On a aussi BPI, France, hein, pour des prêts verts. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site, mais voilà, ils ont un volet optimiser les procédés ou améliorer la performance énergie, eau et surtout du coup matière dans le cadre des biodéchets pour diminuer l'impact, sur l'environnement. Voilà, j'ai été assez rapide sur ce point-là, mais je voulais pas non plus trop vous prendre de temps sur la fin, mais voilà, j'espère que pour les participants restants, vous avez, pu apprendre des choses, voir la diversité de valorisation qu'il existe sur ce territoire. Toutes à valeur ajoutée différente, mais toutes pertinentes. Je vous laisse les contacts, suivants. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail ou à m'appeler pour la suite si vous voulez plus d'informations. On est là au sein d'Agria Grand Est pour y répondre,
pour vous accompagner sur cette thématique. Et je remercie aussi, ABCDE, Akiolis et Bioli, tous les intervenants pour leurs témoignages et leurs précisions dans leurs présentations qui ont été toutes, diverses mais complémentaires. Voilà, donc si vous avez des questions, on peut les prendre et sinon, je vous souhaite une très bonne journée à tous.